Bon, tout d'abord, merci Lise pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Là, j'opère un changement parce que ce matin, j'enseignais Kant, la théorie morale de Kant. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez entendre cet après-midi. On ira bien sur l'indépendance professionnelle. Je vais essayer de ne pas me tromper. Non, mais je pense que le saut est quand même un peu sérieux à faire. Alors, voilà, ce qui m'a été demandé de faire aujourd'hui, essentiellement, c'est de mettre la table. En précisant, donc, véritablement mettre la table parce que, je dirais, les questions plus spécifiques qui sont vraiment sujets à débat, je pense que ça sera abordé davantage dans la table ronde là, qui suivra. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait rien de controversé dans ce que je vais dire. Vous en jugerez. Donc, il m'a été demandé de mettre la table en précisant certains concepts et en identifiant des facteurs qui peuvent mettre en péril l'indépendance professionnelle. Donc, ce que je vous propose à ce moment-là, pour y arriver, c'est une présentation en 4 temps. Le premier, pourquoi s'intéresser à l'indépendance professionnelle dans un premier temps? L'idée pour moi ici, c'est en quoi est-ce qu'il s'agit d'une question si importante au sein de notre système professionnel? C'est vraiment là que je veux situer d'emblée la question. Ça se pose au sein du système professionnel québécois ici, et c'est là que je ferai pour l'essentiel les précisions conceptuelles qui sont attendues. Par la suite, dans un deuxième temps, je vais aborder 4 catégories de situations à risque. Je n'ai pas de prétention à l'exhaustivité ici. On pourrait voir ça autrement, faire les découpages autrement. Mais je pense que ces 4 catégories vont vous permettre de voir effectivement bien des situations qui peuvent se produire. Dans un troisième temps, je discuterai de contexte à risque. Il y a une différence entre les situations à risque et les contextes. Les situations, je le dis très rapidement, c'est ce qui est vécu par les acteurs sur le terrain. Il y a certaines généralisations parce que les mêmes genres de situations se produisent pour plusieurs professionnels, des catégories de professionnels. Maintenant, les contextes, c'est à l'intérieur de quoi les situations se produisent. C'est ce qui rend possible ces situations-là. Donc, je vais aller dans le fond d'un niveau... Oui, des acteurs eux-mêmes, des situations dans lesquelles ils se trouvent, et ensuite de regarder un peu maintenant c'est quoi les contextes plus larges qui font que ces situations-là se produisent et mettent à risque l'indépendance professionnelle. Et finalement, ce sera en guise de conclusion, un partage des responsabilités. Je dirais quelques mots sur ce qui me semble être, du moins à mon avis, les responsabilités respectives des professionnels, des ordres professionnels, ce qui va inclure ici le conseil interprofessionnel aussi, et le législateur à l'endroit de la préservation de l'indépendance professionnelle. C'est une question qu'on pose, la question de l'indépendance professionnelle, et on va sûrement en parler beaucoup, en parlant du professionnel, de la professionnelle, eux-mêmes, comme individus, comme acteurs individuels. Mais je pense qu'il faut bien voir que ça concerne également beaucoup plus largement les ordres et aussi le législateur. Donc, c'est ce que je propose comme petit parcours introductif. Ce que je vais dire ici, je pense que pour l'essentiel, c'est des choses bien connues. Mais bon, si ça peut aider à remettre, et comme disait Lise, c'est l'idée de se doter d'un vocabulaire et d'une perspective qui est suffisamment commune pour aider ensuite à la discussion. Donc, pourquoi s'intéresser à l'indépendance Pourquoi s'intéresser à l'indépendance professionnelle? Je veux d'abord insister sur le fait que l'indépendance professionnelle, c'est une valeur qui est au cœur du système professionnel, tout comme l'autonomie professionnelle, qui est en quelque sorte son alter ego, ou son complément nécessaire. Et je reviendrai un peu plus loin sur cette relation entre autonomie professionnelle et indépendance professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, il importe de s'intéresser
à l'indépendance professionnelle parce que, bon, je considère qu'elle est mise à mal présentement. Je ne suis certainement pas le seul à le considérer. Vous êtes assez nombreux ici, donc je pense que c'est un bon indice qu'on a un certain souci, une préoccupation par rapport aux risques qui touchent la question de l'indépendance professionnelle. Mise à mal à la fois par des actions individuelles, très certainement, parce qu'il y a des décisions d'individus qui se prennent, mais aussi par des pratiques organisationnelles et institutionnelles. Ce n'est pas que le fait des acteurs individuels que sont les professionnels. Et ça, je vais y insister beaucoup. Or, pour moi, ce qui serait important aussi, c'est qu'on comprenne bien, c'est que mettre en péril l'indépendance professionnelle, c'est mettre en péril le sens de l'institution professionnelle elle-même. S'il n'y a plus ou plus suffisamment d'indépendance professionnelle, on voit mal à ce moment-là ce qu'il reste de l'institution professionnelle. C'est vraiment au cœur de cette institution-là. Donc, j'explique ceci maintenant de façon un peu plus détaillée, en y allant donc avec tout d'abord quelque chose qui est très connu, je vais aller quand même assez rapidement là-dessus, quelques caractéristiques des ordres professionnels afin de bien mesurer l'importance de l'indépendance professionnelle. Bon. On sait qu'au Québec, une occupation doit répondre de 5 facteurs pour être reconnue comme une profession. C'est à l'article 25 du Code des professions. Donc, je le rappelle très rapidement, il y a des connaissances qui sont requises pour exercer des activités. Il faut qu'il y ait une autonomie dans l'exercice des activités, et ça sera une grande question, de quelle autonomie et jusqu'où. Hein? Il doit y avoir également un caractère personnel des rapports avec les clients, ce qui est de moins en moins le cas pour bien des personnes, mais ce qui fait que le client, maintenant, c'est souvent l'employeur. On y reviendra aussi, on pourra dans les discussions. Également, la question de la gravité des préjudices qui peuvent être subis par les clients. Si les clients ne sont pas susceptibles de subir de grands préjudices, ça ne vaut peut-être pas la peine qu'une occupation soit reconnue comme une profession. Donc, c'est un des facteurs qui jouera dans l'évaluation. Et bien entendu aussi le caractère confidentiel des renseignements qui peuvent être connus dans l'exercice des activités. Ces 5 critères-là caractérisent variablement les professions. C'est sûr que toutes nos professions à l'heure actuelle, hein, les 54 professions qui sont contrôlées par 46 ordres professionnels, répondent de façon variable à ça, à ces éléments-là. Mais ce sont les caractéristiques à partir desquelles on dira, voici, ce sont les caractéristiques centrales pour qu'on reconnaisse une occupation comme étant une profession, et donc comme ayant un statut particulier. Ce qui est important pour moi, c'est que les professionnels, donc, on doit bien voir qu'ils bénéficient d'une autonomie devant leur permettre de juger des actions à poser, et que tout ça doit pouvoir se faire dans le plus grand bénéfice des clients. Ce qu'on attend essentiellement, et j'insiste sur compétences, expertise, à la fois donc les savoirs théoriques et les savoirs pratiques, des professionnels, sur la question de l'autonomie sur laquelle je reviendrai, et sur la question des risques de préjudice, parce que ce qui est important, évidemment, c'est que les professionnels n'abusent pas de ce pouvoir qu'ils détiennent, et c'est pourquoi je parle de relations de pouvoir asymétriques. Dans notre système professionnel, il y a une telle relation de pouvoir asymétrique. Le professionnel est celui qui a un savoir et celui qui a une expertise, et en général, le client n'est pas en mesure de juger de la qualité du service ou du conseil qui lui est proposé, pour la simple raison que le client n'a pas cette expertise. Et c'est justement pourquoi il va voir un professionnel. Donc, ce savoir, cette expertise donne un pouvoir réel au professionnel qui requiert dès lors du client que le client fasse confiance. Le lien de confiance, on le sait, est absolument fondamental dans la relation professionnelle. Le client qui perd confiance en son professionnel, il devrait aller consulter quelqu'un d'autre. Et si le professionnel voit que le client n'a plus confiance, il devrait référer à un autre professionnel. C'est quelque chose de fondamental compte tenu de cette relation de confiance, compte tenu de cette asymétrie du pouvoir. Donc là, on est, encore une fois, donc, dans les... j'appelle les bases de notre système professionnel. Et c'est cette possibilité d'abus de pouvoir des professionnels qui explique que le législateur a convenu que la mission des ordres professionnels était la protection du public.
Il y a, on le connaît très bien, possibilité pour les professionnels, donc comme il y a possibilité pour eux d'abuser de leur pouvoir, à ce moment-là, on met en place des structures de surveillance, de contrôle qui s'assurent de la qualité des formations et ainsi de suite. Que sont les ordres professionnels dans une perspective de protection du public. Mais protection du public, j'y insiste, même si j'en parlerai pas beaucoup, on le voit toujours sous l'angle de la protection des clients individuels. Mais la protection du public, c'est aussi la protection de l'intérêt public. Il ne faut pas perdre de vue que dans nos codes de déontologie, habituellement, notre premier article, ou très rapidement, il y aura quelque chose qui concerne l'intérêt général, l'intérêt de la société, des valeurs qui devraient être prises en considération par le professionnel et qui touchent plus largement la société en général et non seulement le client. Donc, je le rappelle tout simplement. On voit ici, en gros, les attentes qui sont adressées à l'endroit des professionnels. Donc, d'une part, il y a des devoirs et des obligations envers les clients. Hein? Il faut que le professionnel mette son expertise au service de l'intérêt des clients. C'est ce qui est attendu du professionnel. De la même façon, il y a des devoirs et obligations envers le public. Hein? Le professionnel devra avoir un souci quant aux impacts possibles de ses actes professionnels pour le public. On a vu des cas dernièrement, un particulier sur lequel je ne m'étendrai pas, où un professionnel a soulevé cette question-là pour justifier son action en termes de protection du public. Donc, ce sont les deux aspects qui devraient préoccuper donc, le bon et la bonne professionnelle. Il est attendu à ce moment-là des professionnels qu'ils soient capables de quoi? Qu'ils soient capables d'apprécier les situations, de juger en situation, sous leur angle à la fois technique, à partir des savoirs qui sont les leurs, mais aussi en fonction des dimensions déontologiques, c'est-à-dire des obligations qui ont été inscrites dans leur code de déontologie, et aussi en fonction de leur dimension éthique. On en parle un peu moins et parfois on a tendance à confondre éthique et déontologie. Et bon, je me permettrai de dire, j'entends de plus en plus souvent des professionnels parler de leur code d'éthique. Ils n'ont pas de code d'éthique. Ils ont des codes de déontologie et j'aimerais qu'on leur rappelle aux professionnels et que les ordres professionnels en soient assez conscients. Ils ont des codes de déontologie, c'est-à-dire, et ce n'est pas honteux, ce sont des devoirs et obligations qui s'imposent aux professionnels. Maintenant, au-delà de ces devoirs et obligations, on peut attendre et espérer des professionnels qui soient capables d'apprécier aussi la dimension éthique, c'est-à-dire qu'ils soient conscients du fait que, au-delà de la simple conformité qui est attendue d'eux, qu'ils soient capables de comprendre le sens des devoirs et des obligations qui leur sont faits, qu'ils soient capables de voir et de nommer les valeurs qui sont au cœur de cet engagement qui est celui des professionnels dans la société. Donc, il n'y a pas que les devoirs et obligations, il y a quelque chose d'autre qui relève de valeurs qui vont donner naissance aux obligations. Donc, être capable d'apprécier les situations de cette façon-là, ça relève de quoi? Ça relève du jugement professionnel. C'est ça le jugement professionnel. Le jugement professionnel, ça ne concerne pas uniquement les capacités d'appréciation technique des situations. Ce n'est pas uniquement la mise en œuvre experte des savoirs. Et là-dessus, le Conseil interprofessionnel du Québec avait déjà rédigé une petite note assez intéressante où on rappelait cet élément-là, que c'est aussi la capacité d'apprécier en fonction des dimensions déontologiques et éthiques. Le jugement professionnel se comprend dans cet ensemble-là. Et ce jugement professionnel s'exerce dans quel contexte? Mais en contexte d'autonomie professionnelle. Si on a ces attentes envers les professionnels, des attentes donc de se conformer à des devoirs et obligations, d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients et ainsi de suite, il faut en contrepartie que les professionnels bénéficient d'une autonomie professionnelle. Sinon, il n'y a aucun sens à leur demander d'apprécier les situations au plan technique, déontologique et éthique. S'ils ne disposent d'aucune autonomie professionnelle, ça devient de simples exécutants, des gens qui font ce qu'on leur demande de faire, point.
Alors que le professionnel, et c'est aussi une caractéristique fondamentale du statut de professionnel, le professionnel n'est pas un simple exécutant. C'est quelqu'un qui est appelé à exercer son jugement professionnel à partir de chacune des dimensions que j'ai mentionnées. Donc, l'exercice du jugement est essentiel. Mais, et c'est là que le bas commence à blesser, je vous donne cette citation de Florent Champy dans son ouvrage « La sociologie des professions ». On peut se demander si les membres d'une profession donnée ont encore l'autonomie nécessaire pour conduire leur travail conformément à ce que les savoirs, les savoir-faire et les valeurs qui sont constitutifs de la culture commune de cette profession permettraient de faire en l'absence d'interférences extérieures. Et là, c'est là où entre en scène notre sujet. On parle d'interférence dans cette situation-là. Autonomie, oui, mais peut-être qu'il y a des interférences extérieures qui viennent nuire à cette autonomie. C'est donc là qu'arrive, par cette question d'interférence, la notion d'indépendance professionnelle. Qu'est-ce que c'est l'indépendance professionnelle? L'indépendance professionnelle, c'est l'exercice de la profession en faisant abstraction de l'intervention de tiers, interférence, pouvant influer sur le jugement professionnel et sur l'exécution des obligations professionnelles, de manière à ce que ne puisse être mise en doute l'intégrité professionnelle. Donc, ce qu'on a ici, cette question d'intervention où l'on voit les possibilités d'interférence. Et c'est là que l'indépendance professionnelle se pose comme concept important. On ne devrait pas pouvoir mettre en doute l'intégrité professionnelle. Le professionnel devrait pouvoir résister à ces interférences. Ce qui n'est pas toujours très simple, j'en conviens. On voit donc que l'indépendance professionnelle, c'est quoi? C'est une condition de l'autonomie de jugement. C'est une condition de l'autonomie de jugement. Pour qu'il y ait autonomie réelle, on a besoin d'une indépendance professionnelle. Et l'autonomie de jugement est une condition de l'activité professionnelle elle-même. Pas d'autonomie professionnelle, pas d'activité professionnelle. On a une activité qui peut être experte au plan technique, mais on ne parlera pas au sens strict d'activité professionnelle, parce qu'il n'y a plus de jugement professionnel s'exerçant de manière autonome en évitant les interférences d'autrui. Donc, il y a une relation entre tous les éléments, et cela, bien sûr, devrait participer à maintenir la confiance du public lorsque l'indépendance professionnelle est là et qu'il y a donc autonomie professionnelle et activité professionnelle telle que prévue, dans les paramètres prévus. Dans ces cas-là, le pouvoir du professionnel est exercé dans le meilleur intérêt du client, peut-on penser. Ce qui fait que par souci d'indépendance professionnelle, le professionnel doit se mettre à distance de l'influence des tiers, des pressions indues, des interférences, des contraintes excessives, des intérêts autres que ceux du client, des conflits d'intérêts. Ça en fait beaucoup. On voit donc en quoi l'indépendance importe autant dans notre système professionnel. Dans le fond, l'indépendance professionnelle, c'est un rempart essentiel afin de préserver l'autonomie qui loge au cœur de notre système professionnel. C'est un rempart essentiel. On va voir maintenant quelques exemples de situations qui menacent, je suis rendu au point 2, qui menacent l'indépendance professionnelle. Je fais une petite mise en garde simplement ici à l'effet qu'il faut bien voir qu'il y a une variation possible des risques d'atteinte à l'indépendance professionnelle. Et là, j'ai une faute, ça me dérange royalement, il n'y a pas de S à professionnel. Selon les professions. Bon, ça m'énerve.
Et aussi, il y a une variation des situations en fonction de la variabilité des contextes. Ça pour dire que, simplement, lorsqu'on parle d'indépendance professionnelle, je vais donner quelques situations, quelques exemples, mais ça ne s'applique pas de la même façon toujours pour chacune des professions. Ça dépend des contextes. Mais ce sont des éléments, je pense, des types de situations qui sont importants à considérer. Donc, j'en donne quelques exemples très rapidement. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je ne prétends pas à l'exhaustivité ici avec ces exemples-là. Une première catégorie de situations qui menacent l'indépendance professionnelle, c'est les situations de subordination. Les situations de subordination, on pensera par exemple au professionnel salarié qui subit des pressions de son employeur pour atteindre certains objectifs qui peuvent être de divers ordres, des objectifs financiers, de rentabilité, d'efficience, vous pourrez sûrement en trouver. Donc, des objectifs autres, finalement, que la qualité du service professionnel. Ça ne veut pas dire que pour l'employeur, le service professionnel, la qualité du service professionnel n'est pas importante. Ce que ça veut dire, c'est que parfois peut dominer un autre objectif que la qualité du service professionnel lui-même. Et que là, à ce moment-là, ça peut venir interférer sur la qualité du jugement et de l'exécution de l'activité du professionnel. J'insiste toutefois pour dire qu'être un salarié n'implique pas la perte de l'indépendance professionnelle. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de professionnels au Québec qui ne seraient plus, au sens strict, de véritables professionnels. Non, parce qu'on sait très bien, il y a une salarisation assez importante. Donc, effectivement, par exemple, l'attribution des tâches, l'attribution des mandats peut bien relever de l'employeur. Et il y a plusieurs loyautés possibles qui peuvent cohabiter. La loyauté envers son employeur, envers l'organisation qui nous emploie, et la loyauté envers la profession. Toutefois, il arrivera qu'il y ait des tensions entre ces loyautés, bien entendu, qui peuvent créer problème. Mais en soi, le fait du salariat n'est pas gage de perte d'indépendance, mais il y a une lumière rouge quand même qui peut s'allumer, au moins jaune, au moins jaune. La subordination, elle sera problématique quand elle tend à affecter le jugement professionnel dans l'acte à délivrer. Et là, je ne donne pas d'exemple très précis, mais on peut penser, par exemple, à l'imposition d'un processus inadéquat d'évaluation des besoins de la clientèle. Il y a des professions, dernièrement, une en particulier, pour la nommer, les travailleurs sociaux, qui ont fait quelques présentations, ou enfin qui se sont plaints un peu de certains éléments de cet ordre-là qui venaient nuire, qui venaient faire de l'interférence dans leur jugement professionnel. On peut penser aussi à des exigences de modification ou à des interdictions de diffusion de données ou de résultats d'études par un employeur. Ça arrive, ça s'est déjà vu. Bon, je pense que vous pouvez tous avoir des cas en tête. C'est un premier type, une première catégorie de situation, la subordination. Deuxième catégorie, les situations d'influence de tiers intéressés autres que l'employeur. Donc, d'une part, la subordination à l'employeur, c'est une chose. D'autre part, influence de tiers intéressés qui sont autres que l'employeur. Et là, dans ce cas-là, les décisions, ce qu'il faut bien voir, c'est que les décisions des professionnels ont souvent des incidences sur d'autres personnes que le client. Ça n'intéresse pas que le client. Hein? Il y a d'autres groupes qui peuvent avoir des intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux du client du professionnel. J'en retiens simplement sur deux exemples rapides. Par exemple, des assureurs qui voudraient influencer un diagnostic de manière à limiter les coûts qu'ils auraient à assumer et qui souhaiteraient que le professionnel, dans le fond, le médecin, par exemple, pose un diagnostic ou un autre travailleur de la santé, professionnel de la santé, que, dans le fond, l'assureur voudrait bien que le diagnostic soit à son intérêt, à son avantage. Interférence. Encore l'entreprise privée qui accorde des avantages financiers, des voyages ou autres à des professionnels en échange de vente de leurs produits. Certaines pharmaceutiques qui ont déjà eu cette pratique. Ça se voit dans d'autres professions également. Ou donc, on a des intérêts de tiers, autres, qui peuvent qui peuvent vouloir influencer le jugement, la prestation du service du professionnel. Troisième catégorie,
Des situations de pression par le client lui-même. Oui, le système professionnel est construit de telle façon que le professionnel est censé agir dans le meilleur intérêt du client. Mais encore là, ça ne peut pas être n'importe quoi, parce qu'il faut bien se rappeler, encore une fois, qu'il y a aussi une question d'intérêt public qui loge aussi au cœur du système professionnel. L'intérêt du client est visé, oui, mais, encore une fois, dans les limites de la légalité, de la dignité de la profession, de l'intégrité professionnelle. C'est prévu au Code des professions, cette question-là. Donc, le client ne peut pas demander n'importe quoi dans la relation de service à son professionnel. Il ne peut pas demander des certificats de complaisance. C'est un type de pression, là aussi, d'interférence dans la pratique indépendante, qui devrait être indépendante du professionnel. Si le client incite le professionnel à des actes frauduleux, que ce soit son avocat, que ce soit son comptable ou d'autres, là aussi, il y a de l'interférence dans l'indépendance du jugement et l'autonomie du jugement du professionnel. Quand il y a des demandes d'altération ou de suppression de données, vous pourriez certainement trouver d'autres exemples. Donc, les situations de pression par le client qui peuvent venir aussi interférer dans l'indépendance du professionnel. Et quatrième catégorie, bien sûr, les situations de conflit d'intérêt du professionnel lui-même. C'est sûr. La relation professionnelle implique un intérêt financier pour le professionnel, c'est normal. Il vit de son exercice, il et elle, de leur exercice professionnel. Donc, ça va de soi. Toutefois, cet intérêt-là ne doit pas interférer avec la prestation de service comme tout autre intérêt de nature personnelle du professionnel. Ce qui fait que le professionnel pourrait, dans certaines situations, se retrouver donc en situation de conflit d'intérêt réel, apparent ou potentiel. On rappelle encore une fois que l'intérêt du client doit primer en tout temps, sous réserve, bien sûr, de ce que j'ai mentionné à la diapo précédente. Donc, quelques exemples de conflits d'intérêt, j'en donne deux ici. Le professionnel qui touche des ristournes sur la vente de produits que l'on suggère ou prescrit au client. Il y a là un risque assez sérieux, effectivement. Donc, situation de conflit d'intérêt. Un professionnel qui siégerait à un conseil d'administration d'un organisme, mais qui soumet une offre de service comme consultant pour le même organisme qui veut effectuer une refonte de sa gouvernance. Il est à la fois sur le conseil d'administration, mais il va proposer ses services comme consultant pour cette organisation qui veut revoir sa gouvernance, son mode de fonctionnement du conseil d'administration. Il y a là quelque chose qui ressemble drôlement à un conflit d'intérêts. Donc, il y a une interférence entre des intérêts du professionnel en tant que professionnel et des intérêts personnels qu'il a, financiers, qui semblent aller à l'encontre ou risquent d'aller à l'encontre. Alors, on est ici dans cette quatrième catégorie donc, de risque d'interférence. Ce qu'on a là, essentiellement, donc, c'est des catégories de situations qui mettent à risque l'indépendance professionnelle, mais il faut bien comprendre, et j'en viens à mon troisième point, ils seront de plus en plus brefs. OK? Très clair, là, parce que je sais que la gestion du temps, c'est important. Pour avoir été à la direction de l'Institut pendant 12 ans, je connais le stress que ça peut représenter. Alors, nous avons là des exemples donc, de catégories de situations. Il faut comprendre que ces situations-là dont j'ai parlé se produisent en raison de contextes qui les rendent possibles. Ces contextes-là affectent l'institution professionnelle elle-même, la possibilité qu'a l'institution professionnelle d'atteindre ses objectifs. Parce que l'activité professionnelle se situe dans ce cadre général qu'est l'institution professionnelle. Et ce que je voudrais mettre en évidence rapidement, dans la suite, c'est quelques-uns justement de ces contextes, vous verrez de quoi il s'agit, qui affectent, qui rendent possible de telles situations problématiques. Tout d'abord, il y a des contextes de pratique, on parlera de contextes de pratiques professionnelles qui sont en transformation. On pensera notamment à la multiplication des parties prenantes aux activités professionnelles. De plus en plus, et dans beaucoup de professions, la relation professionnelle ne se situe pas entre une personne et un client dans un bureau, la porte fermée.
Ça existe encore. Mais il y a beaucoup, la réalité professionnelle se pose beaucoup dans des interactions entre un ensemble de parties prenantes qui ont tous, et de façon parfaitement légitime, normale, des intérêts par rapport aux actions, aux gestes et aux décisions qui seront prises. Mais tous ces intérêts-là sont susceptibles d'influencer aussi le jugement professionnel. Donc, on aura ce contexte-là de la multiplication des parties prenantes. Ça fera en sorte que parfois, on a des clients, on a l'employeur, on a une entreprise qui fournit des biens, on a des gestionnaires, et on a d'autres catégories de professionnels, et on a d'autres employés avec qui on est en relation. Tout ça autour et à partir de notre activité. Est-ce qu'on est capable de maintenir le cap d'un jugement professionnel indépendant? Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, l'indépendance professionnelle? C'est pas banal. Et c'est de plus en plus la réalité du travail et de l'activité professionnelle. Autre contexte de pratique professionnelle aussi en transformation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est l'augmentation de la salarisation des professionnels. Je n'ai pas besoin d'en reparler très longuement, mais rappelons-nous qu'au départ, notre système professionnel était pensé en fonction de pratiques privées. Il était pensé en fonction des professions libérales, où le professionnel est en relation directe à son client. Son client, ce n'était pas un peu ce tour de force qu'on a été obligé de faire. Son client, ce n'était pas l'employeur. Parce que je dis un tour de force, parce que quand je parlais d'asymétrie de pouvoir tout à l'heure, quand le client est devenu l'employeur, on comprendra que le pouvoir ne se pose plus de la même façon. Le professionnel continue d'avoir un pouvoir parce que c'est lui qui a le savoir et l'expertise, mais l'employeur, qui est le client, on comprendra qu'il n'est pas totalement vulnérable. Il a lui aussi un pouvoir sur le professionnel, un pouvoir d'exercer des pressions sur le professionnel. Donc la symétrie de pouvoir est complètement transformée lorsque le client, dont on parle dans notre système professionnel, est en réalité l'employeur. C'est plus la même chose. Et cette salarisation va en croissant, elle est très importante. Il y a une transformation donc d'un contexte, et ce contexte rend davantage possible des situations dont j'ai parlé tout à l'heure. Les catégories de situations dont j'ai parlé. Et on parlera également des contextes, des transformations des contextes de l'institution professionnelle elle-même. Parce que ce n'est pas juste les professionnels dans leur activité dont le contexte est appelé à changer progressivement. Je pense que l'institution professionnelle aussi vit des transformations. Et là-dessus, c'est une hypothèse de sociologie des professions, à l'effet qu'il y a progressivement et de plus en plus une réduction de la place des groupes professionnels dans la régulation de la société. Ça peut sembler paradoxal, parce que vous allez me dire, « Oui, mais il n'y a jamais eu autant de professionnels qu'aujourd'hui. » Ah, le nombre ne fait pas nécessairement le pouvoir. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup plus de professionnels qu'on en avait, mais, sauf exception, et c'est ceux qu'on voit les plus souvent dans les médias, notamment les médecins, hein, l'impact des professionnels sur la régulation sociale, elle n'est pas si grande. Sur l'orientation des politiques publiques, sur est-ce que encore et toujours les professionnels, et on prend les professionnels comme interlocuteurs privilégiés pour venir penser les orientations publiques de nos sociétés en fonction de leur expertise. Il faut au moins se poser la question. Réduction, c'est une hypothèse, réduction de la place des groupes professionnels dans la régulation de la société, et ça va de pair avec ce point absolument fondamental, qui est la domination de la logique marchande et des impératifs de la bureaucratisation. La logique professionnelle, c'est une logique de service. La logique professionnelle est différente, elle n'est pas opposée, mais elle est différente de la logique marchande, qui est une logique de profit, tout à fait légitime aussi, mais c'est une autre logique d'action. C'est-à-dire que la manière de penser ce que l'on doit faire, ce qu'on peut faire, est orientée par, ultimement, la recherche de profit. La logique professionnelle est une logique qui est orientée ultimement par une offre de qualité de service de qualité.
C'est ça son orientation, avec bien sûr les profits normaux qui viendront pour le professionnel. Mais ce n'est pas la finalité de l'activité professionnelle. C'est une logique de service qui doit viser l'intérêt du client, mais aussi l'intérêt de la société, l'intérêt public. Quand des professionnels se lèvent et disent « il y a un problème là, si on accepte ceci pour la santé publique, il y a un problème », c'est plus juste le client individuel dont on parle de l'intérêt social, comme groupe qui se sent légitimé à en parler. Et cette logique professionnelle est de plus en plus à l'étroit entre la logique marchande, qui est une logique de profit, et la logique de la bureaucratisation, qui est une logique gestionnaire de normalisation. Et les professionnels, circulent, la logique professionnelle est à l'étroit de plus en plus entre ces deux-là. Et les professionnels eux-mêmes vont parfois se laisser absorber par une logique de profit, et c'est là où ils perdent leur indépendance professionnelle, ou être complètement absorbés par une logique de bureaucratisation, où là, à ce moment-là, leur marge de manœuvre n'existe tout simplement plus. Plus d'autonomie de jugement, plus d'autonomie décisionnelle, c'est l'employeur, c'est la bureaucratie qui s'impose, qui impose les documents, qui impose les protocoles, qui impose les manières de faire et les temps pour les faire. Et plus on l'impose, plus on compresse la possibilité d'une autonomie du professionnel. C'est deux logiques qui viennent progressivement écraser la logique professionnelle. Bon. Fredson, essentiellement, auteur américain qui a beaucoup travaillé sur ce lien entre ces trois logiques. Je pense qu'on doit prendre très au sérieux dans les transformations actuelles. Pas pour être alarmiste, pour être simplement capable de saisir ce qui se passe. Et donc, en résumé, et pour rappel, les transformations dont j'ai parlé affectent, mettent à risque l'indépendance professionnelle. Or, l'indépendance professionnelle, c'est une condition de l'autonomie du jugement, qui est elle-même une condition de l'activité professionnelle, comme je le disais, ce qui revient à dire que mettre en péril l'indépendance professionnelle, c'est mettre en péril le sens de l'institution professionnelle elle-même. Donc, si on m'a bien suivi jusqu'ici, ça veut dire que se préoccuper de l'indépendance professionnelle, ça implique d'aller au-delà du contrôle des actes des professionnels. Il faut vraiment avoir en tête, oui, le contrôle des actes des professionnels, mais la question de l'indépendance professionnelle est beaucoup plus large que ça et implique beaucoup plus que ça parce qu'elle s'inscrit dans des situations qui elles-mêmes sont rendues possibles par des contextes qui exercent des pressions pour qu'il y ait davantage d'interférences. Non pas c'est pas une question de volonté individuelle ou de plan machiavélique. C'est simplement le développement de transformations sociales qui opèrent et qui font en sorte que les cadres dans lesquels le travail et l'activité professionnelle ont lieu donnent de plus en plus prise à des risques de réduction et d'interférence dans l'indépendance professionnelle et donc de risques de réduction de l'autonomie du jugement professionnel. C'est ça qui se passe. Donc oui, regardons les actes des professionnels, mais il faut s'intéresser à plus large que ça. En ce sens, me semble-t-il, il importe de faire contrepoids à la logique d'intérêt personnel du professionnel, bien sûr. Ça, on le fait déjà, c'est explicitement reconnu dans le système professionnel. Les ordres professionnels sont là pour s'assurer de la protection du public. Ça va. Ça ne veut pas dire que c'est toujours fait parfaitement bien, là. Mais c'est là et on l'assume. Mais c'est aussi faire contrepoids à la logique marchande quand elle excède ou qu'elle vient créer des interférences avec l'indépendance professionnelle, avec l'autonomie du jugement professionnel. C'est une fonction qui est essentielle, mais qui est un petit peu moins largement reconnue. Plus complexe aussi. Et aussi faire contrepoids aux excès de la bureaucratisation, qui serait essentiel, pas tellement reconnu non plus. On n'en parle pas tant que ça. Parce qu'il y a là aussi un risque d'atrophier le jugement professionnel de certaines catégories de professionnels qui sont à l'emploi des grandes administrations. Donc, en conclusion, c'est bien vrai, j'aurais respecté mon temps, l'indépendance professionnelle exige, à mon avis, trois choses, largement. Ça exige l'engagement des professionnels à l'endroit de leur rôle. Ça, je pense que ça va de soi.
On attend des professionnels une intégrité professionnelle et qu'ils s'assument en tant que professionnels. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites là-dessus. Beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est ce qu'on attend des professionnels. Agir en bon professionnel avec un jugement professionnel et à ce moment-là, autonome, indépendant, hein, qui ne se laisse pas influencer aisément et ainsi de suite. Ça va assez bien. Deuxièmement, ça exige l'engagement des ordres professionnels à l'endroit du contrôle des membres, bien sûr, mais à l'endroit aussi de la nécessité des contrepoids. Les ordres professionnels ont aussi une responsabilité sociale, de rappeler que l'activité professionnelle, si on veut vraiment protéger les clients et le public, l'activité professionnelle doit se faire à l'intérieur de certains paramètres. Et ça relève d'une responsabilité aussi des ordres de dire à un moment donné, chez nous, il y a un problème parce que la logique marchande ou parce que la logique de bureaucratisation sont devenues tellement importantes que là, nos professionnels n'arrivent plus à exercer dans des conditions minimalement respectables. Il faut voir. Et aussi, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais en engagement à l'endroit de leur propre indépendance. Parce que les ordres professionnels aussi ont à défendre leur indépendance et il est parfois tentant pour les ordres professionnels, pour financer leurs activités, d'aller un peu rapidement et facilement chercher du financement vis-à-vis des acteurs qui ont des intérêts qui peut-être parfois ne sont pas toujours en coordination parfaite avec l'intérêt public. Là-dessus, le CIQ fait une petite réflexion à l'heure actuelle. Je le mentionne comme ça, sur cette question. Et finalement, l'engagement du législateur à agir sur les risques qui affectent l'éthique de l'institution professionnelle. Là, vous allez me dire, là, il est parti, là, il est retourné à Kant. Hein? Il est retourné à l'idéal de la raison. Bon, peut-être, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Les élus sont des personnes. Il faut quand même rappeler qu'il y a des risques et que l'institution professionnelle doit être capable d'actualiser ses valeurs essentielles et d'atteindre ses objectifs. Et qu'en ce sens-là, bien, parfois, les réformes et les modifications à apporter à notre système professionnel, ce n'est pas toujours juste des questions techniques qu'il faut voir. Des fois, il faut avoir l'audace d'aller juste un petit peu plus loin. Au moins, il faut avoir le débat. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.